Bonjour à tous, bienvenue à Turing 22 à Clermont-Ferrand. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo retour d'expérience, bilan du business trip au Japon. Je vous redonne un peu de contexte autour d'un café. Pour remettre un peu de contexte, je suis parti au Japon pendant 2 mois cet été dans le but de prendre la température, voir comment je me sens en attendant d'obtenir le Shibuya Startup Visa auquel j'avais candidaté quelques mois plus tôt. Je suis aussi parti accompagné de Rodolphe car j'avais dans le projet de filmer une sorte de business vlog, de documenter un peu l'aventure. Je vais couper le suspense tout de suite, je ne me suis pas installé au Japon, je n'ai pas monté ma boîte au Japon. Ce serait une bonne idée de retracer un peu les anecdotes, les événements marquants qui ont conduit à cette décision. Alors on est arrivé à l'aéroport de Narita en fin de matinée. Il faut savoir que l'aéroport de Narita est un peu plus éloigné de Tokyo que ne l'est l'aéroport de Haneda. En revanche, la balade en train qui vous fait rejoindre le cœur de Tokyo d'environ 1 heure est vraiment sympa. Vous traversez la campagne japonaise, les villages, vous voyez des rizières. En général, l'émerveillement, l'excitation d'être au Japon contrebalance la fatigue du voyage. Sauf que cette fois-ci, c'était pas trop le cas pour moi. J'étais plus concentré à essayer de mettre ma vieille carte de métro japonaise, la fameuse Suica en mode digital dans mon iPhone, ce que j'ai même pas réussi à faire. J'étais pas vraiment dans un état d'émerveillement et c'est un peu la première alerte qui a annoncé que le voyage au Japon allait peut-être pas forcément si bien se passer pour moi. Une fois arrivé à Tokyo, la première mission, c'était de rejoindre l'appartement que j'avais réservé pour les 2 mois qui se situe à Shibuya. Il faut savoir que j'avais passé pas mal de temps à trouver un appartement. Je recherchais une sorte de perle rare très centrale, dans une tour moderne, dans un building moderne, qui donnait aussi sur une rue assez calme. Quand je suis arrivé au pied de la tour, j'étais plutôt emballé parce que c'était extrêmement central, en plein cœur de Shibuya. Au rez-de-chaussée, vous aviez en fait un café, un petit espace de coworking, un convenience store un peu premium. Quand j'ai fait la visite de mon étage, la réceptionniste m'a montré une partie commune où il y avait une mini-gym avec un espace commun, avec une cuisine vraiment très sympa. À savoir que c'était surtout un immeuble de bureaux. Il y avait seulement 2 étages, le 14 et le 15, qui étaient destinés à des particuliers. J'obtiens la clé, je vais à l'appartement et là je suis un peu en kiff parce que l'appartement était déjà assez spacieux, 55 mètres carrés. Bon, je le savais, mais il était très lumineux. Appartement japonais typique avec tout ce qu'il faut, les toilettes japonaises, la cuisine qui va bien. L'appartement était vraiment impeccable et la vue était vraiment imprenable. Donc rien à redire. Par contre, petit hic, voire gros hic, c'était que en fait la tour donnait sur une petite rue d'un côté, mais en fait de l'autre côté c'était une place. Il y avait un grand boulevard, mais je pensais qu'il y aurait des habitations ou d'autres tours qui protégeraient du bruit du grand boulevard, mais en fait pas du tout. C'était une place assez sympa d'ailleurs, mais beaucoup moins calme que j'avais anticipé. Alors en journée ça allait parce qu'il y avait une sorte de brouhaha en fait, un espèce de bruit blanc de la ville qui me dérange pas trop. Par contre, alors le soir c'était beaucoup plus hardcore pour moi. En fait, donc le boulevard c'était une grande ligne droite sur une artère principale du quartier de Shibuya. Et donc le soir quand vous avez moins de trafic, moins de voitures, en fait vous avez des bandes de motards, je sais pas, des Bosozoku ou autres, qui se tapent des pointes de vitesse. Et ça peut être genre toutes les 10 minutes vous avez une bande de motards qui se tape son sprint de vitesse. Donc ça, c'était le premier point assez dérangeant pour moi, qui est une tolérance au bruit assez faible, surtout le soir. Et le deuxième point, c'était que non seulement ça donnait sur ce grand boulevard-là, mais juste derrière, en fait, il y avait la ligne de train, de métro en extérieur, avec notamment la Yamanote qui passe. J'avais une vue sympa sur la Yamanote, ça c'était cool. Par contre, j'avais le bruit toutes les 2 minutes de la Yamanote et peut-être d'autres lignes de train aussi. Et ça aussi, c'était jusqu'à, je crois que c'était à 1 heure, 2 heures du matin. Ça a été vraiment un hardcore pour moi de m'adapter à ça. C'était vraiment pas le meilleur appartement pour moi.
Les premiers jours, ça a été extrêmement compliqué. J'arrivais pas du tout à me rephaser avec l'horaire japonais. Parfois, à 4 heures du mat, je lâchais l'affaire et je sortais l'ordi afin de bosser un peu, ce qui résultait en quasi nuit blanche et ce qui a sûrement prolongé la difficulté d'adaptation à l'horaire. Aussi, les premiers jours, c'est un peu la phase d'exploration. Donc, en général, je passe 3-4 jours à explorer le quartier, à chercher des cafés, des coworking. Sauf que là, cette année, c'était vraiment atroce la chaleur. Enfin, on était sur des records de chaleur au Japon. En plus, je m'étais acheté des nouvelles bottines pour présenter un minimum bien. Ça me défonçait les pieds. En plus, tous les cafés étaient bondés. Enfin, sur Shibuya, vous allez me dire, c'est un peu normal, mais c'était vraiment compliqué de trouver une place afin de bosser un peu hors de l'appartement. L'événement charnière qui résume un peu le stress et la galère des premiers jours, je pense que c'est quand j'ai donné rendez-vous à Rodolphe au Starbucks de Hilo. C'est un quartier vraiment sympa, quartier d'expat proche des ambassades. Et donc on arrive au Starbucks et là, pas moyen, comme d'habitude, de trouver une place. Et donc on se cale sur des petites tables du Starbucks dehors. Et Rodolphe, lui, il est à fond. Il est trop content d'être au Japon, il vit sa meilleure vie. Il est en mode deep work sur son montage vidéo. Et moi, je suis tout l'inverse, en galère totale. Il y a le bruit de la rue derrière qui me dérange. Il y a le bruit des gens qui discutent autour, qui se racontent leur life, qui me dérange aussi. Et je subis la chaleur. J'arrive à rien du tout. Ce que je remarque aussi, c'est que quand je passe la main dans mes cheveux, je perds des dizaines de cheveux en fait, et plusieurs fois. C'est-à-dire, je repasse la main, je revois une dizaine de cheveux, je repasse, et je dis même à Rodolphe, putain, Rodolphe, regarde, je perds mes cheveux. Et je pense que dans ma vie, j'ai eu plusieurs moments de gros stress sur plusieurs jours, mais je pense que c'est la première fois où je voyais un effet aussi délétère direct sur le physique. À ce moment-là, j'étais vraiment en dessous de tout, fallait vraiment prendre des mesures. Je vous reparle du plan de sauvetage une fois que j'ai rechargé un peu le café. Donc les jours qui ont suivi, j'ai mis en place un grand plan de sauvetage. Déjà, il s'agissait de s'enlever un maximum de pression sur la création du contenu quotidien pour le vlog. Donc j'envoie un texto à Rodolphe, je lui dis écoute, on va réduire l'ambition de 5 vidéos à un chiffre entre 0 et 2 vidéos pour s'enlever un maximum de pression, quitte à faire aucune vidéo. Aussi, je lui ai dit on va changer le format. Ça met trop de pression, je trouve, de faire un vlog quotidien alors qu'il y a les galères à côté à gérer. Donc je lui ai dit on va faire plutôt un format de type balade ressentie. Donc on partirait d'un point A à un point B et je donnerai un peu mon ressenti pendant des arrêts, ressenti que j'aurais rédigé la veille, qui me demanderait moi voilà quelques heures de travail, mais beaucoup moins que à chaque fois se réunir avec Rodolphe, essayer de filmer des tranches de vie. Ça, pour moi, c'était beaucoup moins évident. Aussi, au niveau du sommeil, je suis parti en drugstore, pensant naïvement que je pourrais avoir de la mélatonine. Ce qui bien sûr n'était pas le cas. La mélatonine, je pense qu'il faut passer par un médecin. Donc j'ai pris de manière un peu random des pilules pour le sommeil. Et mine de rien, ça a marché. Il y a peut-être eu un effet placebo, je ne sais pas. Mais j'ai réussi finalement à me rephaser avec l'horaire japonais. Autre point du plan de sauvetage, ça a été de voir si l'herbe n'était pas plus verte dans d'autres quartiers que Shibuya. Si ce serait pas plus paisible, plus calme. Donc j'ai commencé à réserver des hôtels dans plusieurs quartiers. 2-3 jours à chaque fois pour tester un peu la vibe du quartier. Dernier point du plan de sauvetage, ça a été de raccourcir le business trip à Tokyo, de rester au Japon, mais de bouger pour les 3 dernières semaines dans le Kansai, et notamment à Kyoto. C'est une ville où j'ai vécu 4 ans durant mon doctorat d'informatique. Je sais que là-bas, je pourrais remettre une routine efficace de travail en place, je me sentirais bien, j'aurais mes habitudes. On peut dire qu'une fois le plan de sauvetage mis en place, j'ai enfin réussi à me détendre, à retrouver le sommeil. Et après avoir passé quelques jours dans d'autres quartiers pour me rendre compte que finalement c'est pas ça qui allait changer beaucoup de choses, j'ai commencé enfin à m'habituer à Shibuya, à m'habituer à ce monde, et notamment à l'appartement où je commençais à me sentir bien. J'arrivais à faire des bonnes sessions de travail l'après-midi notamment. J'avais encore des problèmes le soir avec les motards, avec la Yamanote, mais globalement, j'avais réussi à m'adapter à cet appartement. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai enfin pu rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire prendre la température, savoir est-ce que c'est un bon plan de monter ma boîte au Japon, en rencontrant des entrepreneurs, en leur posant des questions sur leur parcours, en sondant si eux, ils trouvaient que c'était un bon plan de s'être installé au Japon, et notamment à Tokyo. Donc un petit mot sur le Shibuya Startup Visa, qui est en fait bien plus qu'un accompagnement administratif, c'est aussi toute une équipe
en fait dédié à vous aider dans votre acclimatation à la vie entrepreneuriale au Japon. Notamment, il y avait quand vous êtes candidat ou vous avez le Shibuya Startup Visa, vous avez accès à un petit espace de coworking en plein cœur de Shibuya. Je crois qu'ils ont déménagé depuis, mais quand on y allait, c'était en plein cœur de Shibuya. Je sais pas, ça devait faire 100 mètres carrés. Et là-bas, vous aviez notamment du personnel de l'équipe. Vraiment très chaleureux, très accueillant. Dans cet espace de coworking, on pouvait bien sûr travailler, il y avait quelques salles de réunion et notamment il y avait des événements organisés par l'équipe. Ça pouvait être des événements ponctuels comme des présentations faites par des entreprises japonaises ou un événement qu'on aimait bien avec Rodolphe, c'était le weekly brunch tous les jeudis. Donc tous les jeudis, il y avait quelques onigiri, quelques gâteaux japonais. C'était l'occasion de réunir un peu les détenteurs du visa start-up afin qu'ils puissent converser entre eux. Alors tout le monde jouait pas le jeu, hein. Il y en avait qui étaient au milieu des gens debout, il y en avait qui continuaient à bosser, qui n'avaient pas trop envie de sociabiliser, mais c'était quand même extrêmement enrichissant de pouvoir partager et discuter, poser des questions aux autres détenteurs du visa. Il y avait vraiment plein de nationalités. Et puis il y avait aussi un espèce de soutien moral, c'est-à-dire vous pouviez bien sûr poser toutes les questions que vous aviez envie, voilà, que ce soit des questions entrepreneuriales ou des questions personnelles. Sur les questions un peu business, par exemple, des fois, ils n'avaient pas forcément la réponse. Des fois, je posais des questions de comptabilité. Ils n'avaient pas la réponse, donc la responsable allait chercher l'information. 3 jours plus tard, elle me répondait « Vivien San, voilà l'information ». Ça faisait vraiment plaisir d'avoir cette équipe à l'écoute, à votre service, en quelque sorte. Par contre, l'organigramme était un peu bordélique, hein, parce que je crois qu'il y avait plusieurs branches. Une branche légale, une branche community, puis une autre branche. Je savais pas trop si ça communiquait entre ces branches. Parfois, on avait des calls avec une personne d'une branche et puis celle d'une autre sans savoir vraiment le sujet du call, si ce n'est donner un peu des news. Ce qui représente un peu ce petit bordel entre guillemets, c'était le groupe Slack. Parce qu'on était aussi invité à un groupe Slack, donc tous les détenteurs du Shibuya Startup Visa et le personnel de l'équipe, il y avait un canal Slack. Et puis il y avait plein de sous-Slack en fait, il y avait fundraising, machin, en fait je me rappelle même plus, mais c'était un bordel sans nom ce Slack en fait, alors qu'il n'y avait pas tant de communication en fait. Mais voilà, globalement ça faisait vraiment plaisir d'avoir accès à cette équipe chaleureuse qui était dédiée à votre soutien, à votre accompagnement. Parfois même quand j'en avais un peu marre de travailler à mon appart, je faisais l'aller-retour, j'en avais pour 5 minutes, je faisais l'aller-retour, je faisais semblant de bosser 10 minutes. C'était juste un prétexte pour dire bonjour aux membres de l'équipe. Gros merci à l'équipe du Shibuya Startup Visa, toujours à l'écoute et toujours de bonne humeur. Donc le moyen le plus simple de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'était vraiment de traîner au coworking space du Shibuya Startup Visa et de participer aux quelques événements. Mais j'ai quand même essayé de participer à d'autres événements, surtout dans la sphère francophone. Le premier, c'était les rencontres des anciens VIE. VIE qui veut dire Volontariat International à l'étranger, qui sont une sorte de super stage en entreprise française. Et donc le meet-up des anciens VIE, quand j'y suis allé, je me suis un peu fait avoir, parce que c'était pas vraiment des anciens VIE avec qui ça aurait été très intéressant de converser, c'était plutôt des gens en VIE. Donc là, on est un peu sur un autre délire. C'est des gens qui sont tout contents d'être au Japon en stage. Et moi, je suis passé par là et c'était super. Mais maintenant, voilà, je suis dans une autre phase de ma vie. J'aurais préféré discuter avec des anciens VIE, avec des entrepreneurs ou avec des salariés d'entreprises japonaises. Et donc ça nous amène à l'autre meet-up que j'ai trouvé plus intéressant personnellement, c'est les rencontres French Tech. Donc ça, c'était organisé une fois par mois par une petite équipe de Français qui se sont portés volontaires pour être responsables de la French Tech Tokyo. Et ça, c'était vraiment sympa parce qu'il y avait une diversité de profils énorme, c'est-à-dire il y avait des étudiants, des touristes même, des salariés, des entrepreneurs et de tous âges. Donc ça allait de 18 ans jusqu'à 60 ans. Donc il y avait vraiment moyen de trouver des gens qui ont des points communs et d'avoir des feedbacks très intéressants de leur vie au Japon, de leur expérience au Japon. Alors le petit souci de tous ces meet-up, peut-être que vous avez aussi de l'expérience sur ça, c'est que c'est souvent superficiel. C'est-à-dire comme il y a beaucoup de monde, vous allez sauter de groupe en groupe et ça va être très aléatoire finalement de nouer des liens
avec une personne dans ces meet-up, au-delà du simple échange LinkedIn ou des cartes de visite. Moi, ce que je conseillerais plutôt, en fait, c'est de cibler une personnalité qui a des points communs avec vous, c'est-à-dire soit lorsque vous assistez à une présentation de cette personne, soit en traînant sur LinkedIn, et plutôt de la contacter par message privé et de lui proposer un café, voilà, pour aller discuter. C'est comme ça, moi, que j'ai rencontré probablement la seule personne que je suis sûr de revoir, qui est un entrepreneur français qui a monté une boîte dans la tech et dans la musique. Donc un peu comme moi, donc voilà, on a beaucoup de points communs. Et aussi, petite mention spéciale bien sûr à Guigui de la chaîne Ichiban Japan, qui est venu me voir dans un WeWork à Tokyo, avec qui on a aussi beaucoup de points communs, puisqu'on a tous les deux un petit lifestyle solopreneur. Il m'a donné pas mal de tips sur la vie d'entrepreneur solo au Japon. Je pense que tous les entrepreneurs avec qui j'ai été discuter étaient plutôt ravis d'être à Tokyo. C'est dommage, car j'aurais bien aimé satisfaire un peu mon biais de confirmation, à savoir qu'une ville plus petite, plus calme, avec des loyers plus modérés, était plus propice à trouver une certaine forme de sérénité et donc de productivité. Malheureusement, j'étais un peu le seul à douter de la pertinence de Tokyo comme ville propice à monter son entreprise. Après 5 semaines passées à Tokyo à travailler depuis l'appartement, depuis les espaces de coworking, à networker, j'étais quand même bien content de retrouver Kyoto, une ville dans laquelle j'ai passé 4 fabuleuses années en thèse. Et à ce moment-là, le but, c'était plus tant de savoir si Kyoto est une ville pertinente pour monter mon business, mais c'était plutôt de voir si je me sens encore bien au Japon et à Kyoto. Et je peux vous confirmer que oui, alors même s'il n'y a plus vraiment la magie des débuts, ça reste toujours féerique de se balader à vélo, tantôt le long de la rivière Kamogawa, tantôt le long des grands boulevards qui quadrillent la ville, ou de prendre des petits raccourcis par les mini-ruelles étroites de Kyoto. Le seul petit inconvénient par rapport à quand j'y étais en thèse, c'était que j'avais plus l'accès au campus, je pouvais plus traîner sur le campus de l'université de Kyoto, et il faut se rendre compte que un campus dans une ville, c'est quand même un espèce d'îlot de calme, de paisibilité, protégé des voitures, avec une population d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, de personnel qui ont l'air en général plus heureux que la moyenne. La conclusion, vous la connaissez, j'ai décidé de rester en Europe, je n'ai pas concrétisé l'aventure entrepreneuriale à Tokyo. Et quand je dois expliquer très brièvement pourquoi j'ai pas concrétisé, j'aime bien dire les 3 T. Trop chaud, trop de monde, trop de bruit. Tokyo, j'adore toujours son ambiance cyberpunk et l'ambiance futuriste. En revanche, mon corps me dit physiquement que j'ai besoin de calme en fait et de sérénité. Donc je sais pas si vous voyez par exemple le film Passenger avec Chris Pratt, où lors d'un dysfonctionnement du vaisseau spatial, il se fait décryogéniser, il se retrouve tout seul à bord d'un énorme vaisseau spatial. Et je pense qu'en fait, moi, c'est ça dont j'ai besoin. Il faudrait que je vive tout seul ou quasi tout seul dans un énorme vaisseau spatial. En vérité, j'avais déjà un peu anticipé à l'avance qu'avec mon naturel un peu anxieux et introverti, il y avait moyen que j'explose en vol. Et donc ça n'a pas manqué dès la première semaine. J'avais d'ailleurs prévenu Rodolphe que je pourrais craquer sous la pression. Je suis quand même content d'avoir rapidement remonté la pente et d'avoir repris du plaisir à être au Japon. Le fait est que maintenant, je prends quand même plus de plaisir, il y a plus d'excitation quand je voyage en Europe, que ce soit en Irlande, au Portugal ou en Pologne. Est-ce que la conclusion aurait pu être différente? Je pense que oui, si par exemple j'avais eu un cofondateur ou même une partenaire dans la vie motivée à vivre au Japon. Avec une autre personne impliquée, j'aurais fait plus d'efforts pour m'adapter et maintenir le cap. Malheureusement, j'ai ni l'un ni l'autre et du coup, je me retrouve un peu paralysé par trop de liberté. C'est difficile de choisir un chemin et de s'y tenir. Alors bien qu'aujourd'hui, je me vois pas vivre et entreprendre au Japon, je ressens encore le besoin de garder un lien fort avec ce pays. Donc ça prendra peut-être une autre forme. Ça pourra être des collaborations professionnelles comme celle que j'ai avec Roland. Ce sera peut-être via l'achat d'un bien comme un appartement ou une maison. On verra en fonction de ma santé financière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aurais aimé vous dire que je suis au Japon, qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. En vérité, je sais pas trop ce que la chaîne va devenir. Peut-être que je ferai des expérimentations de format ici et là. Donc restez abonnés. En tout cas, je remercie beaucoup Rodolphe qui m'a accompagné durant ce business trip au Japon avec sa caméra. Et je remercie aussi beaucoup tous ceux qui ont liké, commenté les vidéos. Ça faisait vraiment extrêmement plaisir. Moi, je vous laisse là. À ciao tout le monde.